Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer. Je suis Sid, accompagné de Kira. Qu'est-ce que tu as fait de beau cette semaine, Kira? Eh ben, j'ai rien fait de plus que la semaine dernière. Noël est passé, donc c'était un superbe réveillon. On a eu plein de cadeaux, très, on a très bien bon mangé. Voilà quoi. J'ai vu Avatar 3, c'était fantastique. Ouais, bon. Donc nous avons enchaîné, vous le savez, et nous sommes dans l'authenticité à la taverne du gamer. On a enchaîné 2 épisodes suite à suite. On a fait quand même une petite pause pipi. On a chaussé notre costume de Noël, notre cravate, notre petit blazer. Le petit gilet sans manche. Pour cette célébration qui ira donc la taverne du Gamer Awards. Est-ce que tu peux représenter un petit peu le concept pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui ne nous suivent pas durant toutes ces années? La taverne du Gamer Awards, tout simplement, c'est un peu comme les Game Awards en plus artisanal, on va dire. C'est-à-dire, en gros, on va faire notre top 5 de l'année, notre mention honorable ou nos mentions honorables, si on en a plusieurs, bien sûr. Et ce qu'on attend sur l'année 2026, le classique, tout ça, quoi. C'est un peu une petite émission bilan qui dure en moyenne 30 minutes de l'année écoulée. Exactement. J'ai beaucoup aimé le côté artisanal. Donc c'est vrai que nous n'avons pas de trophée. Nous n'invitons pas encore les développeurs dans notre taverne pour leur remettre leurs petits awards. Mais malgré tout, et on le dit chaque année, donc c'est un top totalement subjectif. On laisse plutôt parler dans ces moments-là nos émotions que en étant très factuel. Et donc, je te propose, Kira, est-ce que tu veux commencer par ton numéro 5, sachant qu'on ne s'est pas concerté, on ne sait pas, comme chaque année d'ailleurs, on ne sait pas ce que l'autre a mis dans son top, même si on se fait évidemment une petite idée. Mais est-ce que tu veux entamer ce top ou tu veux dire quelque chose avant d'attaquer? Alors oui, moi tu vas voir, j'ai été un petit peu original dans mon top en le faisant. En fait, je me suis aperçu que j'avais besoin de dépaysement, je pense. Et en fait, ça va être que des jeux basés sur le dépaysement. Vraiment, il y a que ça. J'ai un peu feinté parce que mon top 1 ever, il est accurate, tout le monde sait ce que c'est, on va dire. Je ne l'ai volontairement pas mis dedans, en fait. Donc ça sera ma mention honorable. C'est pour justement laisser un peu de suspense jusqu'à la fin. Bon, tu as été plus original que moi, du coup. Exactement. Mais c'est ça qui est bien. À chaque fois, je crois, Kira, je me remémore pas à chaque fois, mais on a été assez diversifié justement sur nos tops et on parle généralement souvent de jeux différents. Exactement, tout à fait. C'était quoi ton top de l'année dernière? Je m'en rappelle plus, dis donc. Moi non plus. Je me rappelle plus du tout. J'ai tellement fait de jeux cette année, j'ai dû faire à peu près peut-être 25 jeux cette année, sans compter les jeux que j'ai fait, que j'ai pas fait pour la taverne. Donc je t'avoue, je me souviens plus du tout comme ça. Je sais plus non plus. Je me demande si est-ce que j'avais mis Astro, je sais même pas. Je crois pas. Je sais plus du tout ce que j'avais fait comme top non plus. Bon bah écoutez. Si vous voulez le savoir, Kira, la meilleure façon, c'est d'écouter notre émission de l'année dernière. Exactement, écoutez celui de l'année dernière. Donc je te laisse commencer par ton top 5. Alors, mon top 5 cette année, c'est un jeu qui est sorti en début d'année, c'est South of Midnight. Pourquoi pour la direction artistique et la musique, tout simplement. Ce jeu m'a fait voyager. J'aime beaucoup le côté stop motion. Ça, c'est pas un secret. C'est une technologie que j'affectionne tout particulièrement, qui est certes peut-être un peu désuète maintenant à l'heure des images de synthèse photoréalistes, mais c'est un petit charme qui marche bien chez moi. Cette fable un petit peu comme le côté Alice au pays des merveilles du Bayou m'a beaucoup plu. C'est vrai que la Nouvelle-Orléans, la Louisiane, c'est une culture qui matche vraiment avec moi. C'est ce que j'ai envie d'aller visiter aux États-Unis, le Bayou. Et donc forcément, c'est le jeu qui a compté pour moi. Donc avec un gameplay certes très très old school et très balisé, mais le voyage était tel que j'ai pu faire abstraction de ça. Et en plus, un jeu qui a obtenu un award, on l'avait dit il y a 2 semaines du coup dans notre émission, c'est Game for Impact. Donc je crois c'est l'équivalent de inclusion, enfin un jeu qui casse un peu les codes. Et en ça, c'est une belle production. C'était fait publié par Xbox, je crois, en plus, exclusif. C'était qui va sortir l'année prochaine sur PlayStation et sur Switch 2. C'est ce que j'avais vu dernièrement. Et c'est un jeu avec une vraie vision et avec un vrai parti pris artistique qui va pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Mais moi, c'est ce que je félicite. En fait, c'est un jeu qui te fait voyager. Et ça casse un peu les codes, tu as bien raison. Exactement. Et toi, ton top 5? Mon top 5 sera le seul jeu Nintendo de ce top. Vous voyez, je pose les bases direct. J'ai beaucoup hésité pour ce top 5. J'ai failli mettre Ghost of Yotei, que j'ai fini d'ailleurs hier soir, mais je ne l'ai pas mis. J'ai mis Donkey Kong Bonanza.
parce que pour moi, si tu veux, ça a été la proposition presque la plus atypique de l'année, où j'ai trouvé un concept finalement ultra régressif. Je pense que je résume toujours le jeu comme ça, et c'est jamais très bien d'être aussi concis, mais il faut tout péter, il faut tout casser. Voilà, tu sais, ça dépend des fois des jeux régressifs. Moi, toi, par exemple, je joue un Street of Rage comme un jeu régressif, mais c'est fun en fait, t'avances, tu bourrines et c'est ça qui est cool. Et bah c'est pour ça qu'il est dans mon bon top 5, ce Donkey Kong Bonanza, en plus d'être un jeu extrêmement maîtrisé, donc il a peu de défauts, à part son concept, si on l'aime pas, voilà, si on n'aime pas, on n'aime pas. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est beau, qui est ludique, tu mets le jeu dans les mains de n'importe quel enfant, ça marche tout de suite. Et nous aussi, en tant qu'adultes, je l'ai dit, ce côté ultra régressif. Et petit à petit, le jeu nous ajoute des contraintes, des difficultés, on a des nouvelles transformations, etc. C'est un jeu qui est progressif en même temps, qui est une très belle œuvre, une très belle production, qui a obtenu d'ailleurs aussi un award, je crois, meilleur jeu familial, il me semble. C'est ça, meilleur jeu familial. Ouais. Et moi, j'en retiens, Kira, voilà, ce côté très drôle, très régressif, qui est pour moi, je pense, sans le galvauder, le meilleur jeu Nintendo Switch 2 de cette année. Ouais, d'après ce que j'ai comme retour, en tout cas, je suis en phase. Ton top 4, mon cher Kira, je t'écoute. Nous t'écoutons. Mon top 4, donc c'est une saga que j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'attendais avec des ambitions inférieures au 3e épisode qui était sorti. C'est Mafia The Old Country. Ah oui, bien sûr. Parce que la Sicile, parce que dépaysement à fond, quoi. Parce que le personnage principal, Enzo, était hyper attachant et c'était une histoire certes classique, c'était le mot qui ressortait, mais il le faisait bien et surtout, j'ai été happé du début à la fin. C'était un jeu que j'ai fini en une 12aine d'heures à peu près, ce qui était largement suffisant pour passer un excellent moment et pour me donner envie de m'y remettre sur un week-end, pourquoi pas, parce que c'est un jeu qui nécessite pas 50 heures pour pouvoir s'y investir. Se mettre dedans. Exactement. Et en plus, on sait que là, on touche à une tes cordes sensibles, les films de mafia, le côté parrain, le côté un peu sans foi ni loi, si je puis dire, de la pègre. Surtout revenir aux origines de la mafia, donc avant la mafia américaine qu'on connaît, tout démarre en Sicile, où les mecs, c'est un peu des campagnards, en fait. C'est des familles de campagnards, vraiment, pas qui s'affrontent, mais qui gèrent des territoires et qui s'affrontent au final. Et ça fait vraiment plaisir. Et pareil, certains personnages, encore une fois, on n'est que sur du pixel. Quand je vois le Don, par exemple, qui en impose juste par sa présence, c'est assez fou en fait de ressentir autant de choses sur un petit jeu avec des ambitions si modestes, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 4, parce que je voulais le souligner. Beaucoup de gens ont dit oui, mais c'est pas comme Mafia 3, c'est pas un monde ouvert ou quoi que ce soit, et je préfère un jeu plus linéaire mais bien construit avec une histoire haletante du début à la fin, qu'un monde ouvert plutôt répétitif comme Mafia 3, certes avec une bonne histoire mais qui est dilué en fait dans des tonnes de quêtes annexes. Ouais, donc pour moi ça a matché directement. Grâce à son écriture, quoi, on va dire, si on peut le résumer. Exactement. Et je me rends compte que j'ai fait un top 4 qui ressemble un petit peu au top 5, un peu pour les mêmes raisons. Donc c'est un jeu, cette fois-ci, indépendant, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, que je t'ai montré quand tu es venu à la maison, qu'on a fait un petit repas à la maison avec tout le monde. C'est Absolum, donc qui est pour moi... C'était très cool. C'était très cool. C'est pour moi mon GOTY des jeux indépendants. Donc il y a toujours le débat, qu'est-ce qu'on met dans une case de jeux indépendants ? On est en festivité, on n'est pas là pour les débats, mais c'est vraiment pour moi le jeu indé qui m'a retourné. J'ai kiffé du début à la fin. L'ambiance, la direction artistique, le côté un peu régressif. T'en parlais de Street of Rage. En fait, c'est un peu pareil. C'est le sentiment que j'ai eu dans Bonanza, où tu te défoules, tu vas, tu t'enchaînes, etc. Je l'ai eu aussi un petit peu avec Absolum, où ce côté, il fait appel à... un patrimoine vidéoludique qui est en nous quand on a connu les jeux d'arcade, qui est ancien avec les Street of Rage, etc. Golden Axe, enfin voilà, tous ces jeux-là. Et c'est super. Moi, je conseille vivement ce jeu Absolum, qui est en plus un jeu assez ramassé. On peut défaire le gros boss en une quinzaine d'heures, 10-15 heures. Et il y a une forte rejouabilité. On peut y jouer à deux, en coop, en local, en ligne. Le petit côté rogue en plus qui modernise tout ça, c'est vraiment, j'insiste, un super jeu, je l'ai adoré. Et c'est ça qui est cool, c'est ce que je disais tout à l'heure, des jeux qui se finissent parfois en 15-20 heures, c'est largement suffisant en fait. Pour moi, un long jeu n'est pas forcément un bon jeu,
Et je préfère avoir un jeu court et intense qu'un jeu long et un peu pompeux, quoi. Ouais, complètement. Bon, on arrive dans le top 3. Parce que moi, voilà, les 4 et 5, c'était... Voilà, pour moi, ils n'ont pas le feeling d'un GOTY, mais dans le top 3, on commence à toucher à du très très lourd. Donc, je suis très curieux de savoir ce que tu vas nous proposer, Kira, en top 3. Alors, dans mon top 3, c'est un spin-off d'une saga que j'adore. Sur un personnage que j'adore en fait et qui est complètement perché dans sa saga. La première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit wow, est-ce que ça va marcher? Je comprends pas. Et c'est un peu la force de ce studio, c'est de toujours se trouver aux endroits où tu l'attends pas forcément. Que de mystère. Voilà, que de mystère. Et donc c'est Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Ah bah évidemment. Que j'ai trouvé juste fantastique en fait, clairement, parce que Goro Majima, qui est un personnage extrêmement cool, et c'est un personnage qui est très caricatural dans les premiers Yakuza, et au final qu'on apprend à côtoyer, et on voit que c'est un personnage qui est plus nuancé que ça, et ça m'a plu, et de se dire Yakuza dans l'univers de la piraterie avec des combats de bateaux et tout, je me suis dit mais what the fuck, et en fait ça marche tellement bien, et que du coup ce jeu m'a happé. Et c'est pas parce que c'est complètement débile qu'il n'y a pas d'émotion non plus, parce que c'est la force de Ryuga Gotoku, c'est qu'ils arrivent toujours à te sortir de l'émotion là où tu les attends pas, et c'est ce que j'ai eu aussi avec ce jeu. Et donc c'est un spin-off, et j'espère en tout cas qu'ils continueront à faire des spin-offs comme ça aussi perchés à l'avenir. Donc c'est mon top 3 de l'année que je recommande fortement. Ça peut être une bonne porte d'entrée aussi pour les fans de Yakuza. Combat en temps réel, on n'est pas obligé d'avoir joué les autres jeux. Pourquoi? Parce que Goro est amnésique quand ça commence. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que c'est pratique parce que c'est un peu le classique du jeu vidéo, mais c'est que ce qu'on va apprendre au fur et à mesure du personnage, c'est ce que lui apprend en même temps en fait. Donc ça peut permettre de mettre un pied dans Yakuza sans avoir à se dire merde, j'ai pas fait les 9 jeux avant. Par contre, c'est pas très joli, ça c'est clair. Le Dragon Engine a pris un sacré coup de vieux, surtout en plein jour et en bateau. Donc là, voilà, c'est important de le savoir. Par contre, quand on est sur l'archipel d'Hawaï ou sur les autres petites îles, c'est toujours cool. Les expressions faciales sont toujours aussi bien. Donc voilà, c'est mon top 3. Et je trouve 3 jeux déjà qui se ressemblent pas mal, avec le dénominateur commun, soit de l'univers, soit de l'écriture. Et je pense que c'est un top et du dépaysement qui te ressemble. Ouais, non, mais ça te ressemble vraiment beaucoup. Et toi, ton top 3? Mon top 3, alors moi, en fait, si tu veux, mon top 3, ils ont tous le potentiel pour moi d'être GOTY. Et j'ai beaucoup de mal à faire le bougli-bougla, je sais plus comment on dit, le classement. Donc mon top 3, c'est un jeu d'un studio que j'adore. Un studio qui, je trouve, je fais un peu en mode mystérieux comme toi, tu vois, je trouve que c'est une très bonne idée, qui a su faire évoluer et mûrir sa formule petit à petit, de jeu en jeu, et qui en plus un studio qui a une ADN qui aujourd'hui, je trouve, sont les seuls à le faire aussi bien, le faire de cette manière. Le studio, c'est Azlight Studio, et le jeu, c'est Split Fiction, donc qui est pour moi... Kira, c'est ma meilleure expérience multi de l'année. Je l'ai adoré du début à la fin. Et comme je le dis, pour moi, c'est l'aboutissement en termes de game design et d'idées de tout le studio. Après, il y a cette partie évidemment sensibilité du thème par rapport à It Take Two par exemple, ou de la direction artistique. Mais en termes d'innovation ludique et en termes d'expérience de jeu, leur très grande force, c'est de toujours favoriser chez les joueurs les interactions verbales, les petits clins d'œil qui te font « Ah tiens, t'as remarqué, il y a ça », où tu te poses sur un banc, où tu joues avec un élément de décor qui n'est pas utile à la progression, mais qui crée ces moments d'amusement, de partage, d'encouragement. Et ce Split Fiction m'a particulièrement touché avec l'heroic fantasy, le côté science-fiction, et j'en garde un très très grand souvenir. Big up à la personne qui m'a accompagné sur ce jeu, et Kira, je l'ai adoré. Il peut tout à fait être GOTY pour moi sur cette année, j'ai vraiment adoré. Alors j'avais hésité à le mettre dans mon top également, Split Fiction, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Tu savais que j'allais le mettre. Je savais que tu allais le mettre. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé également, et pareil, avec la bonne personne à faire en coop, forcément on se retrouve avec des très très bonnes parties. On rigole.
C'est ce que je disais quand j'ai fait le jeu en coop. En fait, on était tellement en adéquation sur notre façon de jouer qu'on a roulé sur le jeu. Tu vois, on s'est jamais pris la tête ou quoi que ce soit. On était toujours à fond dedans et tout. Et c'était méga fluide. Et du coup, j'ai rarement été autant en accord avec une personne en game. Ce qui fait que ce jeu a, une certaine force pour moi cette année. Après, là où je l'ai pas mis moi dans mes GOTY, parce que déjà je savais que t'allais le mettre, c'était pour éviter d'en parler 2 fois. Même si à un moment je pense qu'on va se recroiser. Malin le lynx. Là où je ne l'ai pas mis tout simplement, c'est que j'ai trouvé que le jeu pouvait être parfois peut-être un peu technique pour les néophytes en fait. Contrairement c'est tout à fait vrai. Un peu plus que Take-Two en fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Et à mon sens, en fait, ce genre de jeu doit être peut-être un petit peu moins technique pour laisser la chance à tout le monde de jouer, parce que par exemple, je me vois pas jouer avec ma fille, qui est peut-être moins à l'aise que moi. Sur ce jeu en fait, parce que pour le coup là ça peut créer pas des tensions, mais là ça peut être frustrant on va dire pour la personne. Il est peut-être voilà, je veux pas dire qu'il est hardcore gamer parce que c'est pas le cas, mais il est vraiment plus pointu que les autres. Oui. Et voilà, c'est ce qui me gêne, c'est qu'il y a un côté qui laisse peut-être des gens un peu plus de côté, tu vois. Il est un peu plus exigeant, c'est une critique qui est tout à fait entendable, je suis parfaitement de ton avis. Après moi de ma perception, j'ai presque préféré cette expérience un tout petit peu plus exigeante. Moi aussi, clairement, je parle plus pour le grand public. Mais voilà, dans ton exemple, Kira jouait avec sa fille ou un enfant un peu plus en bas âge ou une personne non expérimentée, ce qu'on pouvait faire sur Take-Two. Moi, tu peux jouer avec Take-Two avec, par exemple, moi, ou même sur ma nana qui ne sait pas du tout jouer aux jeux vidéo. Sur Split Fiction, je pense qu'en effet, ce n'est pas possible. Donc, plus difficile en tout cas. Et peut-être source de frustration. Au départ, j'avais prévu de jouer avec ma fille, et c'est vrai quand j'ai vu les premiers retours qui disaient que c'était plus complexe ou quoi, je me suis dit bon, peut-être pas. Elle a vu quelques let's play, elle a dit ouais, ça a l'air un peu compliqué et tout. C'est pas trop son genre de jeu à la base. Du coup, j'ai joué avec une personne qui était très plus expérimentée. Très expérimenté, et vraiment on a roulé sur le jeu et on s'est bien marré parce que c'était pointu au bon moment, que ce soit pour les boss ou la fameuse course de moto et tout avec le gacha et tout, on s'est vraiment bien marré quoi. D'ailleurs je salue ma comparse qui nous écoute également, mais voilà, donc moi c'est pour ça que je l'ai pas mis dedans, mais c'est un très grand jeu. Plus la tension monte. Ton top 2, Kira, quel est ton top 2? Alors c'était très difficile, ça s'est joué à 10 minutes avant qu'on enregistre, parce que j'ai pas arrêté de changer mon top en l'espace de 2 mois en fait. J'ai vraiment pas arrêté de changer. Du coup en top 2 j'ai mis Arc Riders. Ah excellent, trop cool. La chronique est récente. La chronique est récente, j'ai mis Arc Riders parce que encore une fois le shooter, looter d'extraction, c'est pas du tout ma cam de base. Et les jeux surtout qui sont essentiellement multijoueurs, c'est pas mon délire non plus parce qu'il faut toujours des gens pour jouer. Et en fait, j'ai vraiment adoré la proposition, que ce soit en solo ou en multi, que ce soit l'univers, je me suis vraiment pris au jeu et j'ai fait des parties d'anthologie à plusieurs où on s'est mis à attaquer des monstres gigantesques et tout, à s'organiser pour pouvoir les péter au bon moment, tout en plus en faisant attention aux autres escouades de joueurs qui pouvaient nous mettre la misère. Ou à côté en solo où j'ai fait des parties homériques, que ce soit tout seul ou avec des randoms où on s'est vraiment marré, où j'ai été trahi, où j'ai trahi aussi de mon côté. Enfin, ce jeu à chaque fois renouvelle mon intérêt, ce qui fait qu'il est hyper addictif. Donc je dois être à peu près à 70 heures de jeu là au moment où on enregistre. Donc ce qui est énorme pour un jeu multi, parce que généralement je me lasse quand même beaucoup plus rapidement que ça. Et voilà, j'hésitais à le mettre en top 1 fortement. Je ne l'ai pas mis en top 1 parce que voilà, mais bon, c'est mon top. Je pensais que ce serait ton top 1, mais écoute, très bon top 2. Vous avez entendu la chronique qui n'est même pas encore montée à l'heure où on enregistre, mais vous allez voir une très très belle chronique de Kira. Et si vous l'avez pas entendu, je pense qu'il faut l'écouter, Kira, parce que foncez. Ouais, très bonne. Le reproche que je peux faire au jeu, c'est qu'il n'est pas sorti en version physique, et les jeux qui sortent en full démat, ça a tendance un petit peu à m'hérisser le poil. Surtout moi qui ai eu une coupure d'internet cette semaine, pendant 6 jours j'ai pas eu d'internet, et il y a plein de jeux que je ne pouvais pas jouer parce qu'ils étaient en démat, soit je pouvais pas les télécharger, soit parce qu'ils me demandaient de m'identifier avec une clé et tout, c'était trop chiant. Et voilà, et c'est pour ça que avoir une boîte c'est quand même important. Bon là c'est un jeu multijoueur, donc ça c'est pas le sujet, mais quand même si le jeu était sorti en boîte ça aurait été meilleur. Et toi, ton top 2? Mon top 2, c'est un JRPG, mais peut-être un FRPG. C'est un jeu, je pense que tu as... C'est mon top 1. Voilà, je sais pas si tu l'as mis top 1. C'est mon top 1, tout à fait. C'est un jeu développé par un studio français.
qui est basé dans le sud de la France, Montpellier, je sais pas, j'ai peur de dire une bêtise, du coup j'hésite. C'est toujours mon top 1. Un jeu, on doit remercier Xbox, parce que pour moi, vraiment, c'est Xbox qui a mis beaucoup de lumière très tôt sur ce jeu lors d'un Xbox développeur, et qui a créé une petite bulle de hype autour du jeu, et surtout grâce à sa direction artistique assez fabuleuse. C'est un top assez évident, c'est pour ça d'ailleurs que je ne lui ai pas accordé forcément tout de suite la première place. C'est une pépite, c'est Clair Obscur Expédition 33. Que dire, Kira, je pense que pour beaucoup c'est le jeu de l'évidence. C'est un jeu qui a bougé les codes. Moi je trouve qu'il a modernisé le tour par tour avec une compréhension du Souls-like, des timings, qui a vraiment marqué. Moi, ce qui m'a plus touché dans le jeu, c'est peut-être quelque chose qui t'a moins touché toi, mais moi c'est tout l'aspect référence aux grandes sagas de JRPG comme Final Fantasy ou Dragon Quest ou que sais-je. Toi, c'était peut-être plus sur l'écriture, la direction artistique, le dépaysement justement. Et je trouve qu'en ça, c'est un jeu qui a su capitaliser sur plusieurs publics avec une belle exposition, encore une fois, grâce à Xbox, et qui fait que ils ont obtenu le Awards tant attendu, le jeu de l'année, et moi je le mets évidemment dans mon top. Du coup, c'est également mon top 1, enfin c'est mon top 1 du coup, qui est pour moi le meilleur jeu sorti cette année. Ça s'est joué avec Ark Rider pour 2 raisons, et c'est 2 jeux qui m'ont fait fermer ma tronche, parce que je suis pas la cible de ce genre de jeu à la base. Comme tu le disais tout à l'heure, je me suis beaucoup attaché aux personnages et à l'histoire, je me suis beaucoup identifié à certains protagonistes, et pour moi, c'est un sans faute sur beaucoup de choses. Ça prouve que t'es pas obligé d'avoir une vitrine technologique incroyable et avoir un jeu beau, en fait, parce que t'as une direction artistique incroyable, même s'il faut pas se leurrer, le jeu est quand même assez limité techniquement, mais artistiquement, c'est quand même fou. Et c'est un jeu que j'attendais plus quand j'ai vu les premiers combats avec cette surabondance d'éléments à l'écran. Et au final, j'ai pu faire abstraction en avançant dans ce jeu, qui fait que j'ai adoré de bout en bout. Mais bizarrement, c'est un jeu que j'ai pas envie de refaire, et que j'ai pas envie de me replonger dedans. En fait, j'ai eu mon histoire, et c'est une histoire qui va rester gravée en moi, mais que je vais pas refaire tout de suite, voire que je referai peut-être jamais. C'est pour ça que je vais pas faire le DLC, en fait. J'ai pas envie de me plonger à nouveau dans cet univers, parce que pour moi, ce chapitre est fermé, en fait. Comme beaucoup de chapitres de ma life en 2025, en fait, c'est un peu pareil. C'est Clair Obscur, j'ai vécu quelque chose de tellement intense que j'ai pas envie d'y retourner, en fait. Donc c'est un jeu forcément que je recommande. Pour moi, il mérite tous les prix qu'il a eu. C'était de loin le meilleur dans sa catégorie. Et voilà quoi. Ouais, je comprends ce côté un peu parenthèse que tu évoques. En plus, c'est un côté un petit peu poétique. Ta perception du jeu. Moi, mon coup de cœur, il est moins émotionnel, il est plus ludique. Surtout qu'on n'a pas eu la même fin tous les deux. On en a discuté. On n'a pas fait le même choix à la fin, et on a eu deux perceptions totalement différentes. Et j'en parlais avec un auditeur il y a quelques temps quand on se racontait nos fins. Et c'est marrant, c'est qu'il a eu à peu près la même perception que moi sur ma fin, en fait. Donc je vais pas spoiler ma fin. Si vous voulez savoir ou quoi, vous pouvez me contacter en DM, et puis on échangera là-dessus. Mais il a eu un peu la même perception que moi. En fait, c'est tellement attaché au personnage qu'il avait cette sensation d'avoir un devoir envers eux, en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que ce jeu m'a si profondément touché, parce que quand j'ai eu le choix final, je suis resté buggé sur ce choix. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Et en fait, j'ai fait le choix du cœur, du coup. Ouais, moi j'ai fait le choix de la raison, du coup. Mais je pense que ça illustre très bien, encore une fois, la perception qu'on peut avoir de ce très grand jeu, et l'aimer de façon différente. Toi, tu l'as aimé pour ce côté émotionnel. Moi, davantage pour le côté ludique, hommage au JRPG. Et finalement, ça rassemble, tu vois. On a tous les deux une immense estime pour ce jeu. Moi, j'espérais qu'il gagne, même si c'est pas mon top 1, j'espérais que Clair Obscur gagne cet award, parce que je trouve que indéniablement, Clair Obscur mérite d'être le jeu de l'année, et ça, c'est une évidence. Oui. Et donc, j'enchaîne sur mon top 1, qui est là, cette fois-ci, le même pendant que je vais reprendre presque mot pour mot ton discours, où c'est un top 1 davantage émotionnel. Donc, c'est un jeu d'auteur, triple A malgré tout, mais jeu d'auteur, qui
qui évoque des thèmes qui m'ont davantage touché que Clair Obscur, par exemple. Ce pourquoi je l'ai mis devant, et parce que je voulais aussi changer, faire un petit twist pour pas que Clair Obscur soit top 1. Mais c'est un jeu évidemment que j'ai beaucoup aimé, qui m'a touché, qui m'a ému, qui fait réfléchir, qui, si on est sensible au thème abordé, peut toucher l'intime. Et je pense que c'est ça qui fait une bonne place de top 1 subjectif pour nous, qui n'avons pas le besoin d'être très factuel. C'est Death Stranding 2 On the Beach, donc le nom est toujours aussi bizarre, mais donc c'est Death Stranding, qui m'a beaucoup touché et qui soulève un petit peu de l'intime, et c'est en ça qu'il a mérité, à mon sens, à mes yeux, cette place-là. Alors évidemment, je ne demanderai pas à quiconque de ressentir la même chose, parce que c'est très propre à chacun, mais c'est en tout cas 2 jeux qui m'ont beaucoup plu, et le 2 étant plus accessible, je trouve meilleur en tout. C'est un peu ce que je disais lors de ma chronique par rapport au 1, c'est que le 2 fait tout pareil mais en mieux, ce qui fait qu'il a obtenu mon petit sésame de la Taverne des Gamers Awards. Et tu vois, comme tu disais, c'est purement subjectif, dans le sens où moi, le jeu m'a absolument pas touché, ça m'a encéphalogramme plat, et au contraire, j'ai trouvé ce 2 too much par rapport au premier, c'est-à-dire qu'il en faisait trop partout. Et je suis arrivé à un stade où en fait, j'adore Kojima pour sa saga Metal Gear, mais là je le suis plus, et j'arrive même à un stade où je me dis, est-ce qu'un créatif, quand il a les pleins pouvoirs, n'a pas besoin d'avoir un garde-fou pour peut-être le réfréner à certains moments? Parce que ce soit dans son gameplay, dans ses thématiques ou dans ses personnages, vraiment j'ai trouvé le jeu too much sur tout en fait, et pour moi c'est peut-être une des pires déceptions que j'ai eues. Mais pas au niveau du jeu, parce que j'en attendais pas grand chose, mais au niveau de la déception d'un créatif qui chute dans mon estime en fait. Donc voilà ce que j'ai ressenti sur Death Stranding 2. Et ouais, non, c'est pas du tout ce que je recherche chez un créatif que j'adulais autant en tout cas. Et je comprends tout à fait. Et quand on est très attaché à un créatif, ce qui n'était pas mon cas par exemple, moi je préfère 1000 fois le Kojima de maintenant que le Kojima d'avant, mais encore une fois par ses thématiques. Déjà, indice, mon Metal Gear préféré, c'est le 5. Donc, tu vois, ça montre déjà une certaine... Celle que t'as fait en même temps. Un certain virage. Non, je suis pas sûr. Hein. Et j'y ai même joué, figure-toi. On m'a pas prêté la manette. J'ai joué. Ah non, peut-être pas le 4. D'ailleurs, tu fais bien. J'ai pas fait le 4, je pense pas. Et d'ailleurs, il n'y avait pas Metal Gear Delta dans ton top. J'ai été très étonné. Je pensais qu'il serait au palmarès. Et justement, Metal Gear Delta, en fait, c'est ma mention honorable, tout simplement parce que ça serait trop facile de le mettre dans mon top 1. Je pensais que c'était lui, tu vois. Parce que c'est objectivement mon jeu préféré ever, c'est objectivement mon jeu préféré de l'année, mais je me suis dit que ça serait trop facile, et j'ai pas eu, alors même si j'ai passé le moment le plus incroyable de mon année sur Metal Gear Solid Delta, j'ai pas eu cette claque que j'ai eu avec Clair Obscur, dans le sens où Clair Obscur, je ne connaissais pas ce jeu, et Metal Gear, je le connais en fait. Donc le fait de jouer au même jeu en plus beau, ça n'empêche que ça reste le même jeu. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Très bon argument. Donc ça reste mon meilleur jeu, et ça, on va dire en termes d'affect, c'est mon top 1, indéniablement. Par contre, j'ai préféré ne pas le mettre volontairement, parce qu'encore une fois, ça serait trop facile. Et donc c'est ma mention honorable de l'année. Très beau twist. D'ailleurs, tu as vu, je t'ai emmené vers ta mention de façon très très fluide. Ouais, j'ai vu, ouais. Comme si que cette transition était travaillée, mais même pas. Moi, ma mention, elle sera uniquement musicale. Alors, il y a l'évidence de Lorient, Testar et Clair Obscur, mais pareil, on évacue les évidences. Je vais en citer 2. Un jeu que je n'ai pas fini, qui est en cours, c'est Metroid Prime 4, où je trouve qu'il a un OST, j'ai été bouche bée. Franchement, c'est... À défaut d'avoir du gameplay. Franchement, peut-être l'un des meilleurs OST que j'ai fait de la saga. Alors pourtant... T'as acheté l'Amiibo ? Oui, j'ai acheté tous les Amiibo. Ouais, donc t'as accès aux radios. J'ai tout acheté, ouais. Et l'autre, toujours musical, c'est Troy Baker, donc, qui est un musicien, chanteur, et qui fait des doublages aussi, que je découvre. Qui est trop fort. Qui est incroyable. Il fait Higgs dans Death Stranding, pareil, où il chante, il a refait Baby Stem, le thème de bébé, du coup, ou Homecoming. Mais au-delà de ce qu'il a fait dans Death Stranding, j'ai découvert vraiment cet auteur. Bon, grâce à Death Stranding, d'accord, mais je trouve qu'il existe au-delà de Death Stranding, et il est d'un talent, en fait. Donc Troy Baker, si vous ne connaissez pas, allez-y. Je le trouve incroyable, ce gars. Enfin, tu vois, ça a été une de mes vraies découvertes de l'année.
En plus, Troy Baker, c'est une personne qui a commencé dans le jeu vidéo en 2000 ou 2001, donc c'est quand même un vétéran du jeu vidéo maintenant. Et on l'a vu vraiment dans plein de jeux, tu vois, que ce soit dans Spider-Man, dans Indiana Jones, c'est lui qui fait Indy, quoi. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment c'est vraiment un grand nom du jeu vidéo, et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez parce que ce gars non seulement a du talent de ouf en termes de voix, mais en plus c'est un musicien. Enfin vraiment, ce gars-là a tellement de cordes à son arc que c'est on est un peu dégueulasse. Je suis jaloux quand même, tu vois. Autant de talent dans un seul homme, mais en fait, tu te rends compte, je l'ai découvert, bon, encore une fois, grâce à Death Stranding, mais j'ai ouvert une boîte de Pandore, en fait. Le gars, il a fait Guild Wars, il a fait, il est dans Final Fantasy. Je savais même pas que c'était lui qui était dans Snow, dans God of War. Il est dans Metroid Prime 3, il est dans Brother in Arms. Il est dans Infamous, il est dans Metal Gear Solid 5 évidemment, et c'est là qu'il a commencé à nouer des liens. Dans Dead or Alive, Resident Evil 6, en fait vraiment, j'ai découvert un mec avec un talent incroyable, et je me dis mais comment j'ai pu passer à côté de ce talent durant toutes ces années, tu vois. Donc c'est pour ça, grosse découverte, Troy Baker. Franchement, intéressez-vous au personnage. Ta déception, Kira? Alors, si tu en as une. Alors j'en ai deux. Alors la première, c'est une déception gaming, c'est Minzai, que j'ai vraiment détesté. Au-delà, j'attendais ce jeu, mais j'étais pas hypé non plus de ouf, mais j'attendais ce jeu parce que Leslie Benzies et tout, enfin vraiment, on me le vendait un peu comme un espèce de GTA plus technologique. Oui, c'est vrai. Mais surtout, ce qui m'a gêné, c'est que le jeu est sorti dans un état déplorable et complètement cassé, et c'est ce que je reproche un peu au monde du gaming. C'est que on sort des jeux dans un état comme ça, c'est scandaleux, et surtout, même au gré des mises à jour, le jeu n'est toujours pas amélioré en fait. Donc il est toujours aussi moche, il y a toujours des chutes de framerate pas possibles, il y a toujours des manquements, et je me dis qu'il y a des personnes qui ont acheté le jeu en démat à 60 balles ou 70 balles, et au final, ils doivent être quand même bien dégoûtés. Moi je l'ai revendu, donc ça va, mais en l'état, ça montre que la dérive du full démat n'est pas forcément une chose cool, parce qu'après quand tu t'avais mis 60 balles dedans, après derrière t'es un peu dégoûté. Oui. Mais vraiment je trouve que c'était scandaleux. Et ma deuxième déception de l'année, c'est le Nintendo Direct de Mario en fait, qui pour moi était un scandale total. Y a rien calé dans cette émission, tu peux pas fêter les 40 ans de ta mascotte pour au final rien en faire en fait, pour te montrer un pauvre teaser de Super Mario Galaxy, pour te sortir une compile de 2 émulations. Vraiment, c'est les 40 ans de Mario, tu sors pas de Mario en fait. Enfin, c'est vraiment quelque chose pour moi qui m'a choqué, et c'est quelque chose qui m'a fait Nintendo a beaucoup perdu dans mon estime à ce moment-là, parce que déjà je trouve que la politique sur les Game Keycard ou même sur la Switch 2, notamment sur certaines politiques tarifaires, je trouve ça un petit peu abusif. Des Season Pass par exemple, qui sont vraiment c'est du contenu amputé du jeu. Là on peut pas dire que c'est du contenu en plus, hein. On le voit dans le dernier Pokémon, mais là leur gestion de Mario et la communication de Mario, enfin vraiment je trouve c'est une secte. Les fans de Nintendo, c'est vraiment une secte, hein. Ils sont prêts à avaler tout ce qu'on leur donne, et le pire, à défendre ces choses là. Je trouve que Nintendo, ils peuvent faire des très grandes choses. Ils ont un très gros catalogue, et ils ont également une très grande console, parce que pour moi la Switch 2 est une très grande console. Ça n'empêche que là ils commencent quand même à nous prendre pour des cons, et il faut aussi... Ouais, après c'est un argument qui se défend tout à fait. Le Nintendo Direct sur Mario, en effet, on attendait un petit peu tous un nouveau Mario. Après, moi, j'ai eu l'annonce d'une petite extension sur Nintendo, sur Mario Wonders, pardon, que j'adore et que j'ai très très hâte. Oui, il faut dire les choses. Quand c'est bien, faut le dire, mais je minimise pas les choses. Là, pour moi, je vais pas me contenter de miettes. C'est les 40 ans de Mario. Qui peut se vanter d'avoir une mascotte qui a 40 ans et qui marche encore? En fait, ils ont fait leur plus grande annonce lors de ce Nintendo Direct, qui est le film Mario. Et il faut comprendre que... non, en fait, le grand public et le public attend ça. Si quelqu'un demain me dit j'ai adoré ce Nintendo Direct parce que j'y ai vu ce que je voulais, et je pense que son avis n'est pas moins important. Vraiment, objectivement, c'est une déception. On peut pas dire que c'était un Nintendo Direct satisfaisant en fait. Moi de ce côté-là, je suis absolument pas d'accord en fait. Bien sûr, et encore une fois, je dis que ton avis se défend totalement. Mais par contre, je disais simplement que certains ont pu y voir ce qu'ils attendaient d'y voir dans ce Nintendo Direct.
En fait, je me dis que quelqu'un qui adore, voilà, c'est ça, qui adore la marque, qui adore ce que fait Nintendo, bah en fait, son avis c'est un avis subjectif. Et comme tous les avis subjectifs, ils ne peuvent pas être minimisés ou critiqués pour ça. Il a son avis, il a apprécié. Et je pense que c'est un peu ce que j'avais fait en plus dans le bilan de l'année. Moi, ma déception, c'est Pokémon ZA que tu as adoré. Et bah pour autant, je te dis pas mon avis prévaut au tien ou mon avis est plus important parce que j'ai l'argument phare de la technique ou quoi. En fait, je me dis que le jeu vidéo, appartient à chacun et la perception qu'on a soit des events, soit des trailers, soit des jeux, bah finalement, qui sommes-nous pour dire que l'autre en face de nous a tort? Donc si demain, quelqu'un adore une conférence Xbox que j'ai pas aimée, bah, je lui dirais pas, mais écoute, t'es bête ou quoi? Enfin, tu vois bien que factuellement, il n'y a rien dans cette conférence. Je pense que c'est là où les sensibilités de chacun rentrent en jeu. Moi, je suis comme toi. Je pense que c'est là que le fanboyisme de certains entre en jeu. En fait, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à accepter n'importe quoi sous prétexte qu'ils aiment les choses. Parce que à écouter les gens, en fait, si tu veux, t'as l'impression qu'ils ont des actions dans la marque. En fait, mais ça, objectivement, c'est tout à fait possible. C'est une déception. En fait, on peut pas dire le contraire. C'est que tu peux pas faire un truc de 40 ans. Dans ce cas-là, autant rien faire pour te présenter un teaser avec écrit Super Mario Galaxy. En fait, je vois pas en quoi c'est une fête ce truc-là. En fait, je pense qu'un avis. On peut pas être objectif quand on parle de déception ou non. Parce que la déception, t'es propre, tu vois. Par exemple, reprenons l'exemple, tu citais tout à l'heure Death Stranding que j'ai adoré, que t'as pas aimé. La déception provient aussi des attentes que l'on a des choses, tu vois. Donc de dire qu'une déception peut être ou non objective, en fait, ça, je pense que concrètement, c'est pas possible. Là-dessus, je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que c'est comme un cahier des charges où tu vas avoir plusieurs trucs à typer. Et quand t'as plus de moins, genre, il y a eu ça, non, il y a eu ça, non, il y a eu ça, non, il y a eu quoi? Ah, une compile d'émulation? Ah, un teaser Super Mario Galaxy? Enfin, et encore un teaser, je suis gentil. Enfin, non, en fait, moi là-dessus, je te rejoins pas du tout. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, des avis qui divergent. Moi, je l'ai pas trouvé scandaleux. Et je trouve que j'ai été déçu comme toi, et je pense que je l'avais dit à ce moment-là. J'en suis pas au point de dire ouais, c'est scandaleux, ils se moquent de nous, etc. Il y a des réalités qui font c'est pas si évident que ça à produire des jeux et des très gros jeux. Je pense qu'ils étaient vraiment confrontés à la réalité où leur team qui a fait les Mario 3D était occupé à Bonanza et que leur nouveau Mario, ben malheureusement, c'est Bonanza en fait. Parce qu'il a cette aura, parce qu'il a ce game design, etc. Et que le message aussi, c'est ça, c'est que tout ne gravite pas autour de Nintendo, de Mario, et ils tendent à étendre un maximum leur licence, et les films servent spécifiquement à ça. Donc c'est pour ça, c'est des avis hyper intéressants, constructifs à évoquer. Moi, ce que je veux juste pas, c'est qu'on mette les gens dans des cases tout de suite, parce que tu as aimé une conférence, tu es nécessairement un fanboy. Ben, en fait, non. Tu as pu aimer parce que tu as adoré le premier film, tu vois, tu as adoré le premier film, t'attendais qu'une chose, c'est le deuxième. Ah, cool, je l'ai vu. Je suis désolé, quand t'as des gens qui tapent toujours sur la même marque ou toujours sur les mêmes choses sous prétexte que c'est, je sais pas moi, Xbox ou américain, mais à côté, dès que c'est Nintendo ou que c'est Sony, ils sont en mode ah là, c'est trop bien, regardez, il y a un teaser où c'est écrit Super Mario Galaxy. Enfin, je suis désolé, dans ces cas-là, pour moi, il y a aucun intérêt à échanger avec ces personnes, en fait. Parce que les gens, ils sont déjà matrixés par leur marque, je dis, comme s'ils avaient des actions dans ces marques-là. Et derrière, ces personnes-là, ils vont pas faire l'effort d'essayer de nuancer leurs propos, en fait. Quand je vois des gens publier sur Twitter une photo de Link et de Zelda où tu les vois en costume, qui est certes cool, c'est sympa. Je suis fan, c'est trop cool, c'est merveilleux. Enfin, attends, c'est bon, on a juste vu une photo de leur costume, on n'a rien vu d'autre, en fait, mec. Donc il faut aussi tempérer les choses, en fait. Et le problème, c'est qu'on a ce côté excessif à outrance qui fait qu'il n'y a aucune justification. Et dans ces cas-là, je me dis, quel est l'intérêt d'échanger avec ces gens-là? Parce que ces gens-là n'ont pas de nuance, en fait. Mais totalement, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est hyper important d'apporter de la nuance et l'excessif, être excessif traduit, je pense, en effet, ce que tu développes, à savoir les gens qui traitent les informations, les choses avec émotion plus qu'avec raison. C'est pour ça que je suis hyper attaché, comme toi, à la nuance. Et c'est pour ça que le danger, je trouve, aujourd'hui, de polariser les choses, soit t'es un fanboy, soit t'es de mon avis, en fait, c'est pas possible. Et je pense qu'on peut vraiment avoir une vision différente des choses. Encore une fois, quelqu'un qui dit franchement, j'ai vécu la meilleure conférence de ma vie et nous, on a trouvé ça claqué. Bah, en fait, je trouve que notre avis n'est pas meilleur que celui qui aura adoré. En fait, les avis se valent, ils sont différents et ils doivent être entendus avec le même égard. La vérité, on a notre propre vérité, mais c'est pas nécessairement celle des autres. Et il n'y a rien de plus toxique, je trouve, que d'essayer de
tordre la vérité des autres à son profit. En fait, non. Chacun vit les choses. Surtout voir avec qui on peut débattre. Hein. Quand tu vois que les mecs, ils sont en mode... j'ai encore vu un truc. Metroid 4 est le meilleur jeu que j'ai joué depuis 10 ans. Je fais gros, dose un peu quand même. Ouais, mais c'est peut-être le cas. En 10 ans, il y a quand même des trucs de ouf qui sont sortis. S'il a joué qu'à Metroid 4, je dis pas. Mais après, comment veux-tu te doser avec des personnes qui sont déjà 100% acquis, sans nuancer les défauts qu'il peut y avoir. C'est vrai que c'est difficile dans une critique, mais il y a toujours des défauts à des trucs, et il faut aussi savoir le souligner, en fait. Et quand tu soulignes pas les choses... son meilleur jeu, c'était Metroid Prime 4. Et pourquoi pas il a une bien triste vie, en fait, parce qu'il y a tellement de jeux qui sont sortis à côté. Je pense pas que Metroid Prime 4 soit le jeu le plus abouti dans tous les domaines qui soit sorti ces dernières années. Si ça l'a touché, si c'est ce qu'il recherchait, s'il aimait énormément la saga, qu'il a le jeu qui attendait depuis 18 ans. Enfin, moi, ce sera évidemment pas mon cas pour Metroid Prime 4, mais pourquoi je décrédibiliserais tout de suite, ou je démontrerais son avis. Mais en tout cas, c'est un débat très intéressant, mais moi je pense que il faut que les avis soient traités avec tolérance, et moi je dirais jamais qu'un gars qui dit tel jeu c'est le jeu de ma vie, écoute, tant mieux pour toi, je suis content pour lui en fait. Ouais, moi c'est pas mon cas. Moi le côté fanboyisme tout le temps, je pense que tu peux avoir des jeux de ta vie, je peux être d'accord ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut aussi savoir nuancer, et surtout dans la façon de le dire. Je veux dire, tu aimes un jeu, je suis d'accord, mais de là à dire c'est le meilleur jeu et vous avez tous tort, moi non, c'est pas trop ma cam, et c'est ce qui me gêne un peu avec le jeu vidéo actuellement, c'est les gens qui sont sans nuance, et j'ai raison, vous avez forcément tort, et ça c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus déplorable, et c'est pour ça que je me retrouve de moins en moins dans l'univers du jeu vidéo à l'heure actuelle. Ouais, je comprends tout à fait, et c'est pour ça que les réseaux sociaux sont vraiment une des plaies pour ça, et nous on a la chance, en tout cas à la Taverne du Gamer, d'avoir une communauté extrêmement tolérante et ouverte. Et ça fait un bien fou. Le reste, finalement, est-ce important? Les avis de chacun coexistent. Donc, est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose avant de conclure cette émission, mon cher? Non, moi je crois que j'ai suffisamment dit mon bilan sur l'année, en fait. Hein. Il y a eu des très grands jeux, il y a eu des très bonnes choses comme des moins bonnes, forcément. Pour moi, les Game Awards, c'était quand même le meilleur moment de l'année, parce que c'est quelque chose qui m'a fait rêver, hein, c'est tout bête. Moi, ce qui m'a surtout déçu cette année, c'est ce côté intégrisme, limite religieux, comme je le disais tout à l'heure, sur certaines choses, et c'est quelque chose que personnellement je laisserais plus passer, parce que c'est le genre de choses vraiment qui m'agace au plus haut point. Après, moi ce qui compte c'est de jouer et de kiffer, c'est clair, mais après voilà, c'est tout simplement de nuancer ses propos, c'est la meilleure des choses, je pense. Comme dans la vie, hein, tout est fait de nuances. La nuance est importante, ne pas mettre les gens dans les cases, ne pas avoir un avis trop franc, trop brusque. C'est en effet, je peux que te donner raison. Pour moi, cette année 2025, ça a été un excellent cru, et les années s'enchaînent avec des très grands jeux tout le temps. Moi, mon seul problème avec le jeu vidéo, c'est que mon backlog fait que d'augmenter. J'ai pas assez de temps pour jouer à toutes ces pépites. Donc, comme toi, j'ai rêvé aux Game Awards. Comme toi, j'ai passé une très très belle année de jeux vidéo avec plein de... Notre top 5, je pense qu'il est là et il en atteste. Donc vivement 2026, de très grands jeux nous attendent. Surtout qu'on annonce une très très grosse année 2026. Là, clairement, si c'est pas la plus grosse année qu'on a depuis 10 ans, là il y a tellement de trucs. S'il n'y a pas de jeux décalés, on aura à manger tous les mois. Ouais, moi mon année elle sera Capcom, donc avec Onimusha, Resident Evil et Pragmata. Toi tu vas GTA 6 et plein d'autres pépites. GTA 6, Resident Evil, il y a tellement de trucs. Ouais. Donc on va encore se régaler, mon cher Kira, régaler aussi avec nos épisodes de la Taverne du Gamer qui évidemment continueront. On fait une petite pause d'une semaine comme on le fait à chaque fête. Et Kira, peut-être qu'on souhaite aussi un joyeux Noël à nos auditeurs, qu'ils profitent, qu'ils prennent soin d'eux, une belle année, de belles fêtes. Prenez soin de vous, la tolérance, la communion, bref, les périodes de fête sont là pour ça, et je te laisse le mot de la fin, mon cher Kira. Merci pour cette année, festoyez bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël et que vous allez passer un bon nouvel an. Je vous souhaite une très belle année 2026 qui s'annonce déjà fantastique, pas que dans le domaine du gaming, donc profitez bien. Ciao.